Alors moi, ce que j'ai l'impression, c'est, je ne sais pas si ça a été dit vraiment dans les exposés, les cycles d'innovation. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui est dans le domaine social, il y a des choses qui existent depuis très longtemps, et en ce moment, c'est en train de, on met la lumière sur ce domaine-là. Et voilà, donc je ne sais pas si vous avez des théories, des auteurs qui ont écrit sur les cycles de l'innovation pour voir dans quel domaine elle se décline et est-ce qu'on peut en trouver des règles. Voilà. Je vais faire court. Nous sommes très critiques sur la notion de cycle, forcément, parce que la notion de cycle, ça voudrait dire quelque part que quelque chose qui a existé, qui n'a plus existé, devrait à nouveau exister et revenir comme ça. Alors en économie, on connaît très bien ça. C'est souvent la base de discours qui sont toujours du type « surtout ne faites rien, ça va remarcher ». Donc voilà, ça c'est une approche plutôt critique sur les cycles en général, hein, pas forcément les cycles d'innovation. Maintenant, une innovation, enfin, je pense que je vais choquer personne si je dis que c'est relatif à un contexte, c'est relatif à une situation, etc. Donc pour moi, il n'y a pas de ce côté systématique et déterministe du cycle. C'est-à-dire qu'il y a des innovations. Aujourd'hui, par exemple, dans l'agriculture, moi, il se trouve que je suis éditeur aussi. J'édite des textes de gens de la London School of Economics qui regardent ce qui se passe en Chine, dans l'agriculture chinoise antique, y compris des choses qui ont des millénaires, qui peuvent renouveler la manière dont on fait de l'agriculture aujourd'hui en Europe, par exemple. Donc voilà. C'est pas pour moi vraiment des notions de cycle, c'est qu'en effet, il y a des innovations qui peuvent être réutilisées, réutilisables, qui étaient trop en avance à une époque, qui deviennent pertinentes, qui n'étaient pas donc des innovations d'ailleurs, hein, il faut être clair sur les mots aussi, qui étaient des inventions ou des idées qui n'ont pas fonctionné, mais qui refonctionnent après, bon, etc. Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce qui a été évoqué sur une nécessaire réconciliation entre sagesse et puissance. Mais j'avais plutôt une question pour Monsieur Hara, puisque vous avez bien mentionné que ce que vous êtes en train de mettre en place, ça nécessite un management aligné dans sa pratique. Simplement, chez vous, est-ce que vous avez lancé des actions pour faire évoluer justement les modes de management qui, dans votre organisation, n'étaient pas au départ dans une culture du droit à l'erreur, de l'écoute bienveillante et tout ça? Oui. Vous avez une micro. Ah. Non, oui, d'accord. Écoutez, bien sûr, on a mis en place, on a un institut, une université, si vous voulez, pour les managers, et dedans, il y a un programme sur l'innovation, et il y a un guide également du manager par rapport à l'innovation. Donc, on a mis en place un certain nombre de formations et de documentation là-dessus. En revanche, donc ça marche. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'à certains moments, au début en particulier, on avait fait des grandes, des grandes réunions nationales. Et je répondrai en même temps à notre question sur France Télécom. Comment on récompense en quelque sorte. On ne peut pas récompenser tous ceux qui ont fait un petit effort, mais on récompense tous ceux qui sont arrivés à quelque chose qui a été retenu. Et à ce moment-là, on fait des grandes réunions dans lesquelles tous ceux qui ont une innovation qui a été retenue sont présents. Et ensuite, on dit, on annonce, un peu comme aux Oscars ou au César, on a les nominés et puis on a ceux qui ont une récompense. Et à ce moment-là, les autres estiment que cette reconnaissance est déjà suffisante par rapport à leur milieu, puisque ça a été déjà. Deuxième élément, c'est qui vient à ces challenges, trophées, etc. À certains moments, on avait réussi à en faire quelque chose où le comité exécutif ou une partie du comité exécutif venait. C'est un point important, en tout cas au moment du lancement. Par la suite, quand ça se développe et que ça prend des milliers, etc., c'est plus difficile parce que ça voudrait dire qu'on sélectionne une petite partie au niveau national et que, par conséquent, au niveau régional, ça serait considéré comme moins important. Mais cette façon de procéder, d'avoir quelqu'un, en tout cas une partie de la direction qui vient, et qui montre que c'est aussi quelque chose d'important auquel ou ils se sont, ou elles bien sûr, se sont intéressés,
c'est un point important. Voilà. Je ne sais pas si je réponds un petit peu à votre question. Ceci dit, le robot, on n'aura plus vraiment besoin qu'il y ait une présence d'une direction générale, étant donné l'égalitarisme qui va s'instaurer dans l'univers des robots. Par rapport à une partie de la question qui était sur le droit à l'erreur, j'avais noté il y a quelques années quelque chose qui est moins en pratique aujourd'hui, mais qui était une des valeurs fondamentales du développement d'Electronic Arts. Electronic Arts a été le grand leader des jeux vidéo et a fait preuve d'énormément de créativité avant d'entrer dans une phase de plus grande logique de gestion financière. Et dans la phase de progression, il était systématique qu'on ne nommait jamais un chef de projet sur un projet stratégique s'il n'avait pas auparavant connu, non pas un échec, mais était en charge d'un projet qui avait foiré. On estimait que sans avoir été confronté, tout en restant professionnel, à la difficulté, et donc à l'erreur, et donc à l'échec, et donc à la déception, etc., on ne pouvait pas gérer un véritable projet stratégique ensuite. Je pense que là, on faisait indirectement appel au même type de ressort que ceux que vous avez soulignés, auprès de gens qui, ayant connu des difficultés à un moment dans leur vie, en tirent aussi une force pour se redéployer. Il y a aussi ça, en plus de l'apprentissage et de la logique de se dire, non seulement on doit travailler un droit à l'erreur, mais même, il faut savoir que l'erreur est nécessaire à la construction, à toute forme d'apprentissage, donc à la construction de la capacité à innover. Et voilà. Aux États-Unis, on a le droit à l'erreur dans les affaires. Ceci dit, je voudrais juste donner un petit exemple, c'est pour les pilotes d'avion. Lorsqu'un pilote a bien maîtrisé les choses lors d'un accident, on considère qu'il a une expérience plus grande. Mais celui qui a 10 accidents, et on commence à se... Enfin, ou moins, à partir de 2 ou 3, on commence à se méfier aussi. Donc si vous avez quelqu'un qui a 10 expériences ratées, ça peut être un peu embêtant. Ma question, elle est un peu pour vous, à double titre. Vous avez évoqué dans les différences entre le robot et l'être humain une ressource qui est la créativité. Vous avez mentionné une étude d'IBM que j'aimerais bien avoir, d'ailleurs je ne sais pas si elle est accessible, sur le fait que 1500 chefs d'entreprise considèrent qu'une des premières compétences du leadership, c'est la créativité. Qu'est-ce que vous avez comme idée alors, aussi bien ici dans le sujet de l'innovation, et puis peut-être aussi un peu au niveau de l'ESSEC finalement, sur ce levier-là. Comment ? Voilà, mais ça peut aussi, voilà, sur cette créativité, sur qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, puisque a priori c'est même quelque chose qui, compte tenu de la ressource différente entre le robot et l'humain, va être de plus en plus utile. C'est une question qui peut s'adresser Bien sûr. à chacun d'entre nous d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas spécifiquement. C'est vous. Moi je crois qu'à la fois, quand on raisonne en termes de perspective, quand on raisonne en termes de ressources humaines, quand on raisonne en termes de responsabilité sociale vis-à-vis de gens en difficulté, on a cette préoccupation. Soyons clairs, simplement, le mot je ne vais pas répondre. On est face à une contradiction, à une tension qu'il nous faut gérer. Nous sommes quand même dans des univers dans lesquels nous avons collectivement peur du chaos et de la pagaille. Et que donc la volonté de maintenir le contrôle est une volonté individuelle, collective, sociétale importante. D'un autre côté, l'expression de la créativité ne peut pas être systématiquement canalisée. Et que si l'on veut totalement canaliser l'expression de la créativité pour éviter de tomber dans le chaos, on voit qu'évidemment, on rend les choses extrêmement difficiles. Et comme ça commence très jeune à former ou à déformer, on l'a évoqué à plusieurs reprises, le problème, c'est dans l'éducation, en particulier dans l'éducation des enfants. Et dans l'éducation des enfants, pour ce qui est de ces objectifs des programmes et autres, puis aussi dans la formation des formateurs. Étant professeur moi-même, je dois dire que j'aime bien, moi, enfin, on est toujours les plus mal chaussés, j'aime bien un groupe créatif et tout. Mais enfin, un groupe d'étudiants qui est tellement créatif qu'effectivement, on entame une discussion dans un coin, on travaille sur un truc qui n'a rien à voir avec le sujet, etc. Ça m'énerve, quoi. Donc, les millions au niveau mondial d'enseignants, des enfants, etc., veulent de l'ordre, quoi, parce qu'ils ont envie de dormir la nuit, ils ont envie... Bon, on est face à des contradictions qui, à mon sens, en tout cas, ouvrent un champ énorme de travail et de recherche pour lequel on n'a pas les réponses. Alors, je ne sais pas quel est l'avis des uns et des autres, parce que je pense qu'on a tous un avis sur ces questions. Il y a des injonctions paradoxales constantes dans ce domaine-là, c'est clair. Moi, je connais mieux le cas des territoires. Vous avez aujourd'hui des territoires
dans tous les pays du monde qui veulent devenir créatifs. Voilà, on les appelle les territoires. Enfin, ils veulent s'appeler territoires créatifs, villes créatives, etc. Bon, ok, so what, quoi. C'est quoi être un territoire créatif? Alors, il y a un économiste qui s'appelle Florida qui a montré qu'il y avait une classe créative. Alors, l'objectif des territoires, c'est de faire venir cette classe créative dans les territoires. Comme ça les rend créatifs. Voilà le genre de choses dans lesquelles on rentre, quoi, qui sont quand même assez aberrantes. Enfin, ne serait-ce qu'à mesure. Florida est très écouté. C'est l'équivalent. Mais oui, c'est l'équivalent de Michael Porter, de ces gens-là. Enfin, c'est en effet un prof consultant qui se fait payer des mines d'or pour aller aider les territoires à être créatifs. Bon, pour leur dire. Voilà. Je ne sais pas, mais en tout cas, et la conclusion de ça, c'est quand même, enfin la conclusion, en tous les cas, l'analyse de ça, c'est quand même de dire que c'est très difficile de mesurer, de serrer, d'expliquer ce qu'est la créativité, de la construire, de donner les conditions pour qu'elle se développe, etc. Tout compte fait, on se rend compte que c'est pas si simple. Et que on voudrait que ce le soit. C'est pour ça que l'injonction est paradoxale. Si on met en place des mécanismes de contrôle qui en fait aboutissent aux effets inverses. Voilà. Et dans l'éducation, enfin, regardez, il y a des signaux faibles, comme on dit nous en prospective. Si vous regardez les écoles Montessori, par exemple, les choses comme ça, c'est des lieux autres où les parents qui élèvent eux-mêmes leurs enfants, il y en a de plus en plus. Des lieux autres différents qui sortent justement de ces cadres institutionnalisés qui sont, voilà, qui encore une fois enchaînent. Pour libérer plus. Mais ça donne des enfants, moi j'en ai 2 qui sont... C'est pas facile à gérer, quoi. Il faut tout revoir. En fait. De l'éducation, effectivement, le rôle des formateurs et la difficulté d'imaginer qu'on puisse se projeter en tant que formateur à former des créatifs dans un univers créatif. C'est intéressant. Peut-être des robots feront mieux le travail. Juste en 2 mots, sans parler des robots. Dans les entreprises, la tendance aujourd'hui est à avoir un contrôle très fort. Le contrôle, ça s'accompagne généralement d'une centralisation. Et c'est contraire à la créativité. Donc l'autre aspect, c'est d'essayer de décentraliser, de donner de réelles responsabilités, y compris au niveau les plus bas, donc les plus proches du terrain. Et c'est à ce moment-là qu'on peut espérer que la créativité va refleurir. Mais si chaque fois que quelqu'un fait quelque chose doit demander l'autorisation d'un ou plusieurs hiérarchiques, il est évident que c'est contraire à la créativité. Là aussi, on est dans le paradoxe. C'est-à-dire que donner plus de responsabilités décentralisées, c'est prendre énormément de risques. Et oui. Donc on fait tout pour, d'un côté, on... Notamment dans la construction du futur. Bien sûr. Mais est-ce que le pire des risques, ce n'est pas que nous le faire? Oui, bien sûr, ça c'est sûr. Vous-même, sur ce sujet? Non, moi je suis intéressé par le monde des robots parce que le jour où il n'y aura plus que des robots, il n'y aura plus besoin de la fondation puisque par définition, robot et précarité, ça ne marche pas, quoi. Donc, un robot précaire. Moi je voudrais. Alors qu'est-ce que c'est que la définition d'un robot précaire? Oui, absolument. Alors, on aura peut-être besoin de la fondation pour tous les humains. Oui, Qui resteront. Enfin, il y aura peut-être quelques robots nécessaires. Comme il y a beaucoup de questions, on a. Alors, Plaisante sur cette dimension-là, du rôle du robot et autres, mais il faut le traiter avec humour. Mais c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. C'est sûr. on a abordé ce même problème sous plusieurs angles, je crois, dans ce que disait Einstein. Il disait 2 choses. Il y avait la perfection des moyens et la confusion des buts caractérisent notre époque. Et puis il y avait aussi cette phrase que quand il n'y a pas de solution, c'est que le problème a été mal posé. Donc on a évoqué plusieurs fois cette question de bien poser le problème qui est très significatif. Et est-ce qu'aujourd'hui on pourrait envisager dans les organisations, donc là dans les grands groupes, peut-être des centres de décision un peu bicéphales avec quelqu'un qui maîtrise parfaitement les moyens et quelqu'un d'autre, toujours pour revenir à la première question, d'allier la sagesse et la puissance, d'avoir un peu des entités parfois bicéphales où quelqu'un maîtrise les moyens et l'autre maîtrise un peu la stratégie, s'occupe de ça. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait arriver à des fonctionnements comme ça au sein des organisations ? Je pense que ça se fait déjà. Ça s'appelle un groupe de projet. Et un groupe de projet bien mené, aujourd'hui dans une entreprise, et celle dans laquelle j'étais, j'ai eu l'occasion d'y participer, il y a à la fois un opérationnel, un fonctionnel, quelqu'un qui est responsable de la stratégie du projet et quelqu'un qui est responsable de la mise en œuvre du projet. Cette mixité-là dans l'état d'esprit, dans la formation, voire même dans la compétence et dans le professionnalisme, est l'une des clés d'un succès d'un groupe de projet. Si vous mettez dans un groupe de projet uniquement quelqu'un avec une seule valence, j'allais dire, ça ne va pas très loin. Moi, j'ai vécu ça et je pense que c'est beaucoup plus puissant. Est-ce que ce n'est pas l'objectif aussi d'une bonne gouvernance avec un véritable conseil d'administration et un directeur général ? Oui, avec une différence, c'est que, en tout cas pour ce qui concerne ma philosophie ou ce que j'ai pu vivre, dans une gouvernance, il faut qu'il y ait un décideur, il n'y en a pas 3.
Et un décideur, eh ben, il faut qu'il ait le dernier mot. Il y a une question? Oui. Là, qui allait suivre une autre question ici. D'accord. Donc dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui de crise, on va dire financière, sociale, morale même, j'allais dire, comment est-ce qu'on peut vraiment se sortir par rapport à l'innovation? Moi, je trouve que c'est très intéressant tout ce que vous avez dit, mais concrètement, voilà, moi je ne suis pas très positive par rapport au futur, par rapport aux robots, par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne laisse pas honnêtement beaucoup de salariés s'exprimer ou s'exprimer ouvertement, on est bridé et dans une sorte de contrôle, enfin en tout cas l'expérience personnelle et de beaucoup de personnes autour de moi. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'on veuille vraiment une créativité et stimuler cette créativité. Enfin en tout cas, je ne la vois pas et je pense qu'on est plutôt en train de s'enferrer dans les mêmes reproductions de mécanismes et d'a priori, de préjugés qui malheureusement... Non, l'innovation, de mon point de vue, et pour la petite expérience d'entreprise que je peux avoir, enfin pas si petite que ça, parce que tout de même j'ai commencé dans les années 60 et j'ai bien terminé, pour moi l'innovation, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est-à-dire que, tout à l'heure on a dit qu'il y avait 10%, mais cet état d'esprit, vous le générez par l'exemplarité. Si dès qu'il y a une idée nouvelle qui jaillit, vous la cassez, il n'y aura plus d'idées nouvelles, jamais. Si en revanche, dès qu'il y a une idée nouvelle qui jaillit, vous l'aidez à progresser, comme c'est fait à certains endroits, j'allais dire, mais ils n'écoutent pas ce que je dis, même dans des entreprises aussi traditionnelles que la SNCF, parce que c'est quand même une grosse... On fait le TGV quand même, non? Mais je vais dire quelque chose qu'il n'a pas dit tout à l'heure. Imaginez la révolution culturelle que ça a été le jour où la SNCF a cessé de parler d'usagers pour parler de clients. Pas vrai? Ça a été, et ça c'est une innovation absolument fondamentale. Mais dans les faits, vous la retrouvez. Hein. Sur lesquels vous ne rencontrez pas des gens qui parlent à des clients. Ah si, c'est très beau. Si. Je me permettrais de réagir. Permettez-moi quand même un petit mot. Mais j'allais aller dans votre sens en disant que si vous étudiez justement ce qui se fait à l'étage au-dessus avec ID, TGV et autres, vous avez un travail fantastique qui a été fait et très remotivant pour beaucoup de personnel pour au contraire recréer une relation très active avec les usagers. Terme que moi je chéris beaucoup, car usager veut dire copropriétaire des moyens, à l'inverse de client. Et donc un usager vaut beaucoup plus cher qu'un client, quelque part, si on regarde l'étymologie des choses. Pas la connotation qui lui a été associée pendant des années, consistant à dire que l'usager est finalement le bestiau dans le wagon à bestiaux. Mais refaire naître l'usager, moi je préfère être usager que client, parce qu'en tant qu'usager, je suis copropriétaire, j'ai mon mot à dire. En tant que client, je prends ou je prends pas, mais si je veux dire quelque chose, c'est pas ma responsabilité. Donc je me permets volontiers de jouer là-dessus pour faire un peu de choses paradoxales. Toutefois, le problème que vous évoquez là n'est pas, si je puis me permettre, pardonnez-moi, n'est pas tout à fait par rapport au thème central du devenir et de l'innovateur, qui est le thème sur lequel on essaie quand même de discuter un petit peu, mais c'est un thème par contre central de nos travaux. Et ce que l'on constate à un niveau majeur, c'est que là encore, injonction contradictoire. La financiarisation du monde de l'économie des 20 dernières années a considérablement poussé les responsables d'entreprises à évidemment casser les processus d'expression de créativité dans beaucoup d'organisations. Pas dans toutes. Et les analystes de Wall Street qui ont énormément commenté les orientations des entreprises l'ont démontré. Une professeure de Wharton a fait toute une étude pour montrer qu'à chaque fois qu'une entreprise cotée annonce véritablement qu'elle s'engage dans des voies véritablement d'innovation à caractère radical, eh bien, les analystes envoient un message clair, vendez. Vendez. Donc, si on veut conserver son poste dans une entreprise cotée, eh bien, on a intérêt à faire de l'innovation sans le faire savoir, en étant très... Par contre, il est bon d'avoir un discours officiel sur l'innovation, comme on a un discours sur la responsabilité sociale. Ça ne veut pas dire qu'on le fait derrière, contrairement aux gens qui sont présents ici. Et ces injonctions contradictoires, évidemment, elles ont été secouées par la crise financière, puisqu'on s'est dit, finalement, le profit financier sur profit financier, il a ses limites, et qu'il va bien falloir revenir à l'essentiel, et que le monde et les problèmes qui se posent au monde, mais qui ne se posent pas forcément aux entreprises, sont des problèmes qui ne pourront être résolus que par l'innovation. L'un des grands paris pour lequel il n'y a pas d'autorité, c'est comment arriver à mobiliser les entreprises pour qu'elles aident à résoudre les problèmes du monde, au lieu simplement qu'elles se mobilisent elles-mêmes pour un enrichissement du court terme. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'autorité pour faire cela, mais c'est la grande tension dans laquelle on est confronté. L'innovation est nécessaire à la survie de l'espèce humaine, elle est nécessaire à la survie du monde, elle est nécessaire à la survie des entreprises. Elle n'est pas nécessaire à la rentabilité à court terme de beaucoup de groupes. Je dis de beaucoup, je ne dis pas de tous. Entendons-nous bien, quantité de groupes
et quantité de dirigeants clairvoyants. On a beaucoup parlé de Lafley à Procter & Gamble, après une entreprise ossifiée, pour la redynamiser et a réussi à faire en sorte que par la culture de l'innovation, Procter & Gamble, justement, rentre dans un cycle de développement et d'attractivité des talents, en plus que de l'attractivité des clients, lui permettant effectivement de rebondir. Donc, encore une fois, bon, c'est pas parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ne savent pas se positionner par rapport à cette injonction contradictoire ou paradoxale que toutes le sont. Et la tendance va quand même dans le bon sens. Je voudrais dire que la créativité fait partie de l'intelligence intérieure et que quand on a vécu un gros choc dans sa vie, en fait, on est en perte de repère totale et que ça nous oblige à revenir à soi, à son intelligence intérieure et de redécouvrir sa créativité et son identité profonde. Et là, justement, on peut se réinventer. Et c'est pourquoi je trouve que c'est très intéressant de partager ici l'expérience de gens qui ont vécu des crises et que ces gens-là, on pourrait les mettre dans des conseils d'administration au même titre des enfants, que les enfants de 5 à 8 ans. Voilà. Absolument. Alors, c'est absolument vrai. Pratiquement plus des 2/3 de nos bénéficiaires sont des femmes qui ont subi dans leur vie des accidents, enfin des parcours de vie accidentés. Je ne vous les décris pas parce que j'imagine, vous ne savez même pas que ça peut exister, moi non plus. Et bien pourtant c'est comme ça. Elles ont une force, une volonté. Plus elles sont descendues bas, plus elles ont une force et une volonté de s'en sortir. Et quand on les interroge pour essayer de comprendre, la plupart d'entre elles nous disent c'est pour le regard de nos enfants. C'est extrêmement puissant ça, hein, le regard des enfants. Ouais, je ne savais pas à quel point c'était si fort. Et comme je l'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure, beaucoup d'entre elles veulent utiliser leur vécu comme un outil de rebond et un outil de modèle de réussite de leur rebond. C'est un moteur que je ne connaissais pas avant d'arriver là. Hein. C'est un moteur où on va chercher vraiment le ressort profond. Bon, je suis touchée par ça parce que j'ai vécu un gros choc dans ma vie en fait, qui a duré 6 années. Et en fait, je croyais savoir qui j'étais, en fait. Et je pense que j'étais dans le paraître et non dans l'être profond. Et comme j'ai tout perdu, j'ai perdu tous mes repères, je suis allée chercher qui j'étais. Et donc, j'ai renversé la pyramide de Maslow en disant, pour survivre, je dois savoir qui je suis. Et qui je suis va me permettre de définir ce que je sais maintenant, et non plus avec mes repères d'avant, et qu'est-ce que je vais en faire maintenant de ce que je suis vraiment au fond de moi. Qui, étant en train de se construire lui-même, en absence de repères, effectivement fait preuve de cette créativité, naturellement, parce qu'il se cherche, il se construit, il n'a pas de limite. Il faut aller dans ce que vous... Ça part des valeurs profondes, de l'identité profonde. Mais ce que vous posez comme question, et qui recouvre un certain nombre de nos réflexions, certaines humoristiques sur les robots, d'autres plus sérieuses, ça repose aussi le problème de l'autorité. C'est que le modèle tayloriste nous a construit avec l'idée qu'à la tête des organisations quelles qu'elles soient, il y a des gens et éventuellement une personne qui doit décider et qui a l'autorité. Ayant cette capacité de décision, elle a aussi la capacité d'encaisser. Je me souviens d'un débat que j'avais eu il y a des années à Kyoto, dans le jardin de Kyoto, avec un vieux professeur japonais, et on l'avait eu l'un et l'autre dans un mauvais anglais, l'un et l'autre, qui me montrait un bâtiment, qui me montrait un jardin, et qui me disait, le management traditionnel, c'est le bâtiment. Vous voyez, quand l'eau tombe, etc., il y a un toit au-dessus du toit, on protège, et puis tous les gens, ils sont à l'intérieur du bâtiment, derrière les fenêtres, et puis il y a quelque part dans le toit ou un paratonnerre qui encaisse, et qui quelque part va traduire ou pas derrière ce qui se passe. Et derrière, finalement, dans les bâtiments, on fait ce qu'il est bon de faire, mais on ne subit pas la pluie directement. Il disait, aujourd'hui, dans un monde qui doit arriver à une décentralisation, qui doit arriver à une expression de créativité individuelle, on est dans le jardin. C'est-à-dire que là, il y a peut-être un très grand jardin, des dizaines de jardiniers, il y a peut-être un chef jardinier quelque part, mais qu'est-ce qu'il fait si ce n'est indiquer les grandes lignes du paysage qui doit évoluer? Et quand il se met à pleuvoir, quand il se met à avoir une tempête, c'est à chaque jardinier, sous la pluie, d'intervenir pour faire ce qu'il faut là où il est, pour faire évoluer le jardin de manière à ce qu'il subisse la crise et qu'il aille plus loin. Et derrière, c'est pas le chef jardinier qui est là en train de dire ce qu'il faut faire, et encore moins en train d'encaisser tout seul les conséquences de cela. Et l'un des gros problèmes que pose l'expression de la créativité, c'est le problème de l'expression de l'autorité. C'est qu'on a aussi une injonction paradoxale, si je puis me permettre de rebondir régulièrement sur la terminologie employée, qui est que d'un côté, on attend d'une autorité, et en France, permettez-moi de me le prendre pas mal de raisons, hein, je veux dire, dans l'éducation, le ministère, mais que fait la police, etc. Que fait l'autorité qui doit être en charge de
D'où la parade invraisemblable de la présidence de la République, des élections, etc. Le chef, le président. Bon. Et en même temps, derrière, une volonté de dire, mais on est maître de nos destins individuels, on est dans des organisations qui veulent que l'on exprime de la créativité individuelle, on se construit un collectif dans lequel tout le monde est responsable. Alors on a bien besoin de gens qui font de l'architecture, qui font des lignes, qui font etc., mais on peut plus, dans une société de créativité, exprimer l'autorité comme on l'a exprimé dans un moteur taylorien. Là, on est face à quelque chose qui est extrêmement, extrêmement difficile et complexe à mener. C'est vrai que mettre dans des conseils d'administration des enfants et des gens qui ont subi de vraies difficultés, ça rafraîchirait beaucoup de discussions dans les îles, surtout en France, et surtout avec la concentration du pouvoir que l'on connaît en France, qui est exceptionnelle. Moi, je voudrais juste dire, Monsieur Veil, que oui, ce que j'ai vécu, j'en ai fait mon métier, voilà, tout simplement, puisque je n'ai que quelques pas d'avance sur mes clients. Et aujourd'hui, j'accompagne les entreprises dans la redéfinition de la démarche existentielle d'entreprise pour sortir de la crise. Tout à fait intéressant. Il y avait des mains levées là. Je rebondissais sur votre dernier point et également ce que vous avez mentionné sur le marché financier, parce que j'ai l'impression que c'est en train d'évoluer grandement. Je trouvais qu'effectivement, les entreprises se faisaient vraiment taper dessus dès qu'elles voulaient être innovantes et qu'effectivement, les analystes étaient les premiers. Et pourtant, à l'heure actuelle, on assiste à des bulles spéculatives. Certains commencent vraiment à mentionner le terme sur toutes les innovations technologiques et sociales et qui disent finalement, il faut recréer de l'innovation comme vous en avez été incapable. Allez la chercher là où elle est, la Silicon Valley, toutes les startups, les VC, il y en a de plus en plus, des business angels, il y en a de plus en plus. Donc finalement, est-ce que vous pensez que c'est un vrai changement de la société qui se reflète dans son économie, ou est-ce que c'est encore une fois un cycle de vie, un cycle d'innovation, ou simplement une mise en lumière et que ça va s'étouffer? Je pense que c'est un vrai changement. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, c'est le message d'espoir pour moi. S'il y en a un de message d'espoir, c'est que tout est devant nous, tout pète. C'est pas peut-être comme ça qu'il faudrait le dire, mais c'est le cas. C'est-à-dire quand vous regardez bien avec les bonnes lunettes, il faut avoir les bonnes lunettes, c'est un peu le problème. Tout s'effondre aujourd'hui. Et le paradoxe de l'injonction paradoxale, il y en a un, c'est que ça génère de l'innovation et de la créativité. C'est qu'on se retrouve dans des situations où justement les choses ne tiennent plus et donc les gens se débrouillent. Alors moi c'est ce que j'appelle l'innovation sociale, donc c'est mon domaine de recherche en particulier. C'est la société se transforme par elle-même, pour elle-même, indépendamment des institutions, et les institutions ne sont pas capables de le voir, ce qui s'explique très bien, puisqu'elles sont enfermées dans des schémas, dans des mécanismes, etc. Mais quand on regarde vraiment comment la société bouge en ce moment, je peux vous assurer que la révolution, elle est devant, elle n'est pas derrière, elle est devant. Et partout, dans tous les domaines, dans tous les pays, sur tous les sujets, vous avez des signaux qui montrent que les choses changent, mais les gens changent par eux-mêmes. C'est-à-dire, la société change par elle-même. Elle n'attend plus maintenant des institutions et des organisations l'impulsion du changement. Et ça se voit, je vous dis, sur plein de choses. En fait, on est un super robot maintenant. Non, justement, non. Non, on est super humain. Finalement, il semble, aller dans ce sens qui est une vision positive, il semble que l'homme soit précisément en train de se positionner comme il se doit, c'est-à-dire en créatif, un peu plus maître de sa destinée individuelle et un peu plus responsable, et dans une logique qui pourrait permettre une vision positive d'une complémentarité entre le robot et l'homme. Vous disiez ça par rapport au robot qui est supposé pouvoir faire des choses tout seul, donc on devient mieux que le robot maintenant. On redevient mieux. Non, parce qu'on n'est pas encore très sûr de pouvoir faire tout seul. Mais bon, on a largement dépassé le délai, mais juste, non, mais puisqu'on est sur les robots, vous avez bien potassé la question. J'avais vu, non, mais c'était très passionnant. J'avais vu que les Japonais étaient vraiment encore très loin devant nous sur cette thématique. Est-ce que qui en France fait des robots? Je sais pas, je connais pas trop le. On est très bon en robotique en France. On est très bon. Et quand on dit les Japonais, c'est très discutable. Les Japonais conçoivent des robots et sont en tête dans la conception des robots. La main, par exemple. Incapables de les mettre en œuvre quand il le faut. Fukuyama, le tsunami, c'est un des gros problèmes. On s'est dit, mais enfin, par rapport à cette centrale et autres, c'est bien des robots qu'il faut envoyer là-dessus. Mais les mécanismes organisationnels, pas techniques, ne sont pas en place, au Japon en particulier, qui est une société très traditionnelle, pour qu'on sache. Et qu'est-ce qu'on fait? On a envoyé des bonhommes condamnés, comme on l'avait fait à Tchernobyl et autres, alors qu'on est dans le pays dans lequel, effectivement, il y a un développement de solutions techniques parmi les plus avancées.
Je peux vous citer une anecdote sur ça. Chez RVI, donc Renault Véhicule Industriel, sur une chaîne de montage. Ils ont fait une expérience intéressante. Ils ont mis 2 chaînes identiques, une en France, une en Chine. Il s'est trouvé qu'il y avait un problème à un moment donné sur la chaîne. Les ingénieurs français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont conçu un robot. Un machine plan à dessin, construction, robot, et robot nickel. Il a traité le problème sans problème. Ça a juste mis un peu de temps, quoi. Il a fallu beaucoup d'énergie, beaucoup de... En Chine, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont observé les Chinois faire. Mais il y a une femme avec un chiffon. Elle a sorti son chiffon, puis elle a réglé le problème toute seule, sans aucune intervention rationnelle, entre guillemets. C'est juste de la manipulation, de l'intelligence factuelle. Voilà, certainement un peu d'empathie, enfin, voilà, d'autres choses que des choses très scientifiques comme nous. Alors, les 2 cas marchent. Voilà. L'idée, c'est que ça marche dans les 2 cas. Il y en a un, par contre, qui est très sophistiqué, très développé, qui prend beaucoup de temps. Et l'autre, c'est du bon sens. C'est une autre approche, quoi. Voilà. Donc, les robots, comme quoi on peut faire aussi bien que les robots. Hein. Dans la série, heureusement, moi-même. Dans la série des témoignages par rapport à cette... oui, on a dépassé le temps. Vous voyez, 2 ingénieurs de recherche, une allemande, Hélène Schneider, une irlandaise, Marvin O'Keefe. Elles ont beau être en France l'une et l'autre depuis longtemps, elles continuent à ne pas comprendre comment on peut dépasser les horaires et travailler dans une telle anarchie. Ce qui pose beaucoup moins de problèmes à Pierre et à Julie, autres ingénieurs de recherche, qui eux sont français et qui disent rien de plus normal à cette façon de fonctionner. Non, juste un témoignage sur la robotique. J'ai la chance d'avoir un ami d'enfance qui est un... enfin, son passeport est français, mais enfin, comme il dit, il rêve maintenant en allemand, donc il est alsacien d'origine. Et il est responsable d'une société de robotique allemande. Et il constate, justement, de question de robot la fois dernière, lui, il est dans le robot industriel. Il constate que, par contre, l'une des difficultés aujourd'hui, quand il compare le marché français et le marché allemand, non pas en termes de conception, mais en termes d'application, que les industriels français continuent massivement de désinvestir, c'est-à-dire préfèrent jouer la carte de la délocalisation hors de France plutôt que de l'équipement productif en robot, alors que les Allemands n'ont pas d'hésitation sur ce plan-là. Oui, on remplacera des ouvriers par des robots, mais on qualifie, on requalifie des gens qui vont les contrôler. Et donc, on investit. Et lui disait, par exemple, effectivement, qu'en ce moment, il a le choix entre passer du temps en Bavière, beaucoup, ou passer du temps, effectivement, en France, et qu'aujourd'hui, le retour sur la démarche commerciale de robots complexes en Bavière n'a rien à voir avec la France. Je veux dire, on investit. De l'autre côté, on délocalise. C'est par rapport au futur que l'on souhaite et qu'on se construit. Au niveau européen, c'est neutre. Ce qu'on perd là, on le gagne là-bas. Mais enfin, au niveau français et allemand, c'est pas... C'est que la France devient un agro-lander touristique de l'Allemagne, quoi. C'est tout. Voilà. D'où l'intérêt de rêver en allemand. Est-ce que l'on va conclure J'espère que ça sera court. Une question à Monsieur Hara. À la SNCF, à quel point est-ce que vous avez relié le sujet diversité et l'innovation? Par exemple, pour votre projet d'innovation. Très bien. On a beaucoup développé l'aspect diversité. D'abord, on a eu des responsables connus sur la diversité. Actuellement, c'est Claude Moingelu, M-W-A-N-G-E-L-U. Mais on a eu des responsables très médiatiques sur cette question. On a beaucoup développé le recrutement. Par exemple, on a fait des campagnes de recrutement dans les quartiers difficiles. On a eu quand même 14 000 candidatures, etc. C'est pas mal. On a développé des trains pour l'emploi qui stationnent dans les villes et on invite, avec l'aide des associations, notamment tout le monde, bien sûr, mais les quartiers difficiles en particulier, à venir poser leur candidature, se renseigner, etc. Donc, et troisièmement, on a un problème en général, qui est le problème de tous ceux qui font de la diversité, une priorité, c'est qu'on n'a pas d'instrument de mesure. Il est illégal en France de demander l'origine, etc. Donc, comment montrer qu'on a progressé, c'est extrêmement difficile. Comment... on ne peut pas même faire un sondage, si vous voulez, mais l'idée, c'est d'arriver à avoir une population de l'entreprise qui reflète la population de l'ensemble de la France. Ce serait
intéressant de savoir de quel groupe, enfin les profils, les équipes d'où ils viennent, par exemple. Enfin, de savoir après comment ça influe sur les idées, par exemple. Officiellement, c'est impossible. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand je suis entré à la SNCF il y a quelques années, il y avait des gens d'un service qui avaient une influence sur le recrutement qui me disaient « Ah, mais les Africains, on ne peut pas les intégrer dans l'entreprise. Ils ont une autre notion du temps. » Ça vous rappelle peut-être un discours sur l'intégration de l'histoire, etc., d'un certain président. Bon, c'est aberrant. C'est tout à fait aberrant. Eh bien, aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a une partie importante, parce que ça se voit plus facilement, de la population qui est d'origine africaine, par exemple. Donc, et ça se passe très bien. Je veux dire, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Donc, il y a un changement de mentalité à la base, et je peux vous garantir que, du point de vue de la direction, des ressources humaines, de la direction générale, c'est une priorité d'arriver à refléter donc, la société à l'intérieur de l'entreprise. Alors, comme nous avons malheureusement très largement dépassé le temps, je crois qu'il nous faut conclure. Je voudrais d'abord évidemment remercier nos invités. Allez, une dernière intervention courte. Pour chacun de nos invités, mais courte. Mais courte. Ah, pour chacun Oui. Non, alors très courte. Alors. Très courte. Une première question pour Monsieur Veil sur Vincent Bolloré. Donc, qui est à l'initiative avec Michel Giraud de la Fondation. Je reprends vos termes là. Vous avez dit, en parlant de Vincent Bolloré, sauf erreur, il est passé d'une philanthropie de sympathie à une philanthropie d'intérêt. Est-ce que j'ai mal compris? Non, je n'ai pas dit ça le concernant spécifiquement. Ah, d'accord. J'ai dit, il y a 12 ans, l'ensemble des chefs d'entreprise qu'on pouvait contacter pour rejoindre la Fondation étaient mus par un projet de philanthropie de sympathie. D'ailleurs, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ou plus exactement, il y a déjà longtemps, tous ces chefs d'entreprise se sont engagés vers la mucoviscidose, vers des problèmes qui les ont touchés personnellement, dans lesquels ils étaient personnellement impactés, leurs enfants, leurs amis, etc. Et petit à petit, c'est un phénomène assez caractéristique, la notion de mécénat dans l'entreprise est passée de la direction générale de l'entreprise, dans un premier temps vers les ressources humaines, parce que les patrons ont considéré que ça pouvait être un outil du pacte social. Et aujourd'hui, c'est en train de dériver vers la direction de la communication. Et ça, c'est catastrophique. Si vous interrogez... C'est-à-dire... oui. Eh bien, oui, non, mais ce n'est pas seulement qu'il n'y a pas de budget, c'est que désormais, on cherche des projets philanthropiques à rémunération, à rendement, à rentabilité. Ah oui. C'est un petit peu antinomique quand même, quelque part. Si je reprends ce que vous venez de dire, mais c'est comme il y a 20 ans, on nommait un directeur de la qualité et on ne faisait plus de qualité. Intervenant pas de... Ah ouais. Ok. Alors, deuxième question. N'ayant pas passé le cap qu'on évoquait tout à l'heure. Le lien avec ma question pour Monsieur Hara. Non, oui, je reprendrai le lien. Je referai tout à l'heure le lien avec ma question avec Monsieur Durand. Donc une question pour Monsieur Hara concernant l'innovation ouverte par rapport à l'innovation en interne. Je suis toujours dans le secteur de la technologie. Il y a quelques années, dans le secteur de la technologie, nos amis d'Alcatel, nos amis d'Alcatel avaient un Alcatel Labs, nos amis de Lucent avaient un Bell Labs, nos amis de Xerox avaient un parc. Ils ont inventé la souris et l'interface machine. De plus en plus, il y a une grosse tendance vers l'innovation ouverte. Vous avez dit vous-même que l'innovation pouvait venir de partout. Un acteur technologique néanmoins, Google pour ne pas le nommer, a bâti, s'est développé, c'était une start-up, s'est développé sur de l'innovation en interne. Ils ont laissé 20% de leur temps. J'y arrive. Est-ce que vous pensez que l'innovation en interne est morte ? Une bonne question. Mais je vais juste donner un exemple pour aller vite. Dans le Midi, on a une innovation environnementale, c'est essayer de récupérer de l'électricité sur le toit des trains. Bon. Donc on va faire ça. Simplement, dans le ferroviaire, on a énormément de contraintes. Il faut que ça résiste à tous les temps possibles. Il faut que ça ne
risque pas de s'en aller, d'abîmer les caténaires, les lignes électriques, etc. Il faut que ce soit fiable, parce que si vous êtes client dans un train et que tout d'un coup on vous dit il n'y a plus trop fort, il n'y a plus d'électricité, débrouillez-vous, vous ne serez pas content. Donc il y a toute une série de contraintes. Eh bien, on a mis au point des plaques photovoltaïques souples qui permettent d'épouser la forme du toit qui est souvent arrondie et ainsi de suite. Donc ça s'est fait avec des partenaires extérieurs. Ça s'est pas fait uniquement en interne. Mais l'idée au départ était bien en interne et ensuite on a des partenariats qui se développent. Mais vous n'êtes pas dans une tendance lourde au sein de la SNCF d'externaliser votre innovation? Il y a deux questions par La troisième question. Je peux répondre un peu dans la continuité, 2 secondes. Non, mais s'il n'y avait pas d'innovation interne, il n'y aurait pas d'open innovation. Enfin, c'est plus que le principe, c'est que... Voilà. On est bien d'accord, j'étais provocateur. Enfin, néanmoins, dans l'histoire de Google, dans l'histoire de Google, quelqu'un comme Google est en train de se faire tailler des croupières par un jeuneau qui s'appelle Mark Zuckerberg parce qu'il a loupé le virage du réseau social et le réseau social n'a pas été inventé chez Google. C'est juste sur l'innovation interne. Dernière question donc pour en effet Monsieur Durance. Non, c'est pas un échec. Non, rajoutez pas. Mais il y en a un qui a perdu son job. Il y en a un qui a perdu son job au passage. La dernière question. Dernière question pour Monsieur Durance, mais je rebondis à partir de Bolloré. Donc Bolloré pour moi est un entrepreneur. Donc c'est ma question du départ. Est-ce qu'il est plus facile de transformer un entrepreneur humain, on dira, mais prenant des risques, et le transformer en intrapreneur ou en manager, enfin en intrapreneur au sens manager responsable, ou est-ce qu'il est plus facile de prendre un manager, donc toujours humain bien entendu, mais ne prenant pas de risques, et de le transformer en intrapreneur? J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. J'ai une dernière. Non, je crois que malheureusement ça se fera en interne, ou plutôt ensuite dans le